Bonjour Monsieur Barber. Bonjour. Je vous remercie de votre accord pour faire cette interview sur votre rêve de l'Europe. Et ma première question concerne votre intérêt pour la question européenne. Comment vous êtes intéressé à la question? Oh, je me suis intéressé à la question parce que, au fond, quand j'étais jeune étudiant, c'est-à-dire dans les années 68, j'étais un grand voyageur européen. Alors même qu'il existait encore la différence entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, j'ai visité en grande partie l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'Europe de l'Est. Et je trouvais qu'en allant dans un pays, en allant par exemple en Tchécoslovaquie, en allant en Hongrie, ou en allant en Italie ou en Allemagne, y compris l'Allemagne de l'Est, je trouvais que nous étions quand même tout à fait frères les uns les autres et que quelque part nous appartenions bien sûr à la même civilisation. Temporairement, nous étions séparés pour des raisons idéologiques, mais sur le plan concret, sur le plan de l'humanité d'une certaine manière, nous appartenions à la même civilisation. Et j'ai toujours fait plus ou moins ce rêve européen de reconfection en quelque sorte, de reconstruction de l'Europe dans un même espace. Et puis j'ai été assez vite, assez fasciné par le travail des pères fondateurs dans les années 50. J'ai appris par la suite, bien sûr, ce travail ce rêve européen qu'avait eu un Schuman, qu'avait eu un Monnet. Je trouvais ça tout à fait exceptionnel, enthousiasmant. Et j'ai animé à plusieurs reprises comme étudiant des activités européennes lorsque j'étais moi-même étudiant sur les bancs de l'université de Nancy à ce moment-là. Comment voyez-vous évoluer la construction européenne à long, moyen et court terme? À long, moyen et court terme, question complexe, bien sûr. Mais je trouve, si vous voulez, quand on regarde l'évolution de l'Union européenne, c'est quelque chose d'assez surprenant. Assez surprenant en ce sens qu'on a toujours le sentiment que l'Union européenne avance lentement, qu'elle a toujours des crises, qu'elle a toujours des difficultés, et puis après on s'aperçoit qu'elle les surmonte les unes après les autres, et que d'une certaine manière on peut être un peu rassuré par le fait qu'elle surmonte successivement des crises. Je ne veux pas remonter à des crises anciennes sur l'agriculture, où elle a eu des crises sur l'agriculture, plus récemment sur des crises concernant les questions monétaires et financières. Et il me semble qu'à chaque fois, elle les surmonte à condition qu'elle est en tête, et que les États membres aient en tête la solidarité, et pas tellement l'égoïsme national ou étatique. Alors il me semble que c'est vrai qu'il faut, et vous avez raison de poser la question, il faut avoir le souci du moyen et du long terme. Il ne faut pas non plus que l'Europe ait parfois la tentation de s'assoupir quelque peu, de considérer qu'elle est arrivée, que les choses ont été réglées et que l'avenir est serein. Il y a là des fois une difficulté à percevoir pour les États eux-mêmes ce qu'est le long terme. Et il me semble que l'Europe devrait regarder du côté par exemple de la Chine et d'observer comment la Chine peut, disons, de manière progressive redevient une puissance très importante et que l'Europe ne devrait pas s'asseoir sur ses réussites en matière industrielle, sur ses réussites en matière économique ou en matière monétaire, mais avoir le souci du long terme. Et c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est d'avoir à l'esprit, et que les chefs d'État, chefs de gouvernement aient à l'esprit le long terme. Ils ont plutôt à l'esprit le court terme, voire le moyen terme, en fonction des résultats électoraux, des échéances électorales, et pas tellement en fonction d'une prospective à mener. De ce point de vue-là, nous manquons peut-être de prospectivistes. Merci. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Pour ma part, mes objectifs, à court, moyen et long terme, d'abord de rester un professeur d'université, disons, jusqu'à une période relativement avancée et continuer à enseigner les questions européennes, les questions des droits de l'homme, bien sûr. Ensuite, de pouvoir écrire à nouveau des ouvrages sur ces sujets, notamment sur la question de la démocratie européenne qui me travaille et me taraude beaucoup. Comment on peut concevoir une démocratie à l'échelle d'un continent? Et je crois que c'est un élément qui mérite attention, qui mérite observation et qui mérite un travail approfondi. Et puis, alors je ne sais pas si c'est le moyen ou le long terme, mais poursuivre mes voyages européens, poursuivre la découverte de l'Europe,
Avec mon épouse, nous avons le souci de visiter les capitales d'Europe et petit à petit, nous visitons ces capitales. Alors comme il y en a 27, il faut se presser parce qu'on ne peut pas faire une capitale chaque année, sinon le temps va passer très vite. Mais je crois que découvrir l'Europe me paraît très important parce que c'est là que l'on mesure qu'on appartient vraiment au même continent. Quel est votre meilleur souvenir en matière européenne? Oh, j'en ai beaucoup, mais peut-être en matière européenne, j'ai des souvenirs forts. C'est lorsque j'ai amené des étudiants dans les institutions européennes et que nous nous sommes retrouvés dans l'hémicycle du Parlement européen. J'avais eu le sentiment que c'est peut-être là que les choses se décidaient pour de bon, même si ça avait l'air austère, compliqué, pas forcément tout à fait passionnant au sens des débats que l'on retrouve dans les parlements nationaux où la violence des oppositions se manifeste. Mais j'avais le sentiment que l'hémicycle du Parlement européen, qu'il soit à Bruxelles ou à Strasbourg, est peut-être le futur lieu de réelles décisions aussi. Autre sentiment fort, c'est lorsque je me suis promené, cette année d'ailleurs, à la porte de Brandebourg à Berlin, et avec cette disparition du mur de Berlin séparant l'Est de l'Ouest, séparant deux mondes qui se sont haïs pendant des années. Et je crois que c'était un moment très fort. Comme un autre moment très fort, c'est les promenades dans les jardins du château de Prague, qui montre aussi une communauté de civilisation tout à fait exceptionnelle. Nous avons une richesse en Europe que peut-être les Européens ne connaissent mal ou n'ont pas forcément ça à l'esprit. C'est quelques moments à la fois visuels et aussi, on pourrait dire, à la fois sentimentaux et politiques. Merci. Et ma toute dernière question, quel est votre pire souvenir en la matière? Le mur de Berlin. Parce que j'ai été aussi, et ça revient à nouveau à Berlin, c'est étrange que je l'évoque comme ça, mais le mur de Berlin lorsqu'il existait. J'ai été, je raconte des petites anecdotes, mais j'ai été en autostop d'Allemagne de l'Ouest à Allemagne de l'Est. L'époque où l'autostop se faisait, une époque lointaine, j'étais un jeune étudiant qui n'avait pas froid aux yeux, et c'est un souvenir tout à fait particulier où effectivement le camion qui m'avait amené d'Allemagne de l'Ouest, lorsqu'il est arrivé à la frontière de l'Allemagne de l'Est, m'a demandé de descendre du camion à 5 km de la frontière et de faire les 5 km à pied parce qu'il craignait d'être mal vu par les gardes et la douane d'Allemagne de l'Est transportant dans son camion un jeune touriste français. C'est un souvenir très bizarre, très étrange. Et ce mur aussi, c'est lorsqu'on traversait, on utilisait le métro à Berlin et que les rames de métro faisaient le tour de Berlin en ne s'arrêtant jamais à Berlin-Est et pour aller justement ensuite à Berlin-Ouest, comme les rames de métro de Berlin-Est ne s'arrêtaient pas à Berlin-Ouest. Très étrange, en voyant derrière la vitre en quelque sorte les Berlinois de l'Est regarder ces visiteurs de l'Ouest. C'est un souvenir assez pénible parce que je sentais de la haine, de l'opposition entre ces deux mondes pour des raisons idéologiques. Et lorsqu'on sait qu'après tout ça s'effondre et que les oppositions idéologiques disparaissent, que les gens se retrouvent, eh bien ça fait disparaître les mauvais souvenirs. Merci beaucoup. Pas de quoi.